après la brillante intervention de Maître Charlier, me vient la délicate obligation de voir les autres aspects de notre nouveau statut. Comme il l'a déjà évoqué, différents objectifs étaient poursuivis par le législateur. C'est très amusant parce que si vous regardez l'objectif qui se retrouve dans l'exposé des motifs, l'objectif qui se retrouve dans le résumé et l'objectif après qui est décrit dans le cadre des articles, ce ne sont plus 3, 4, 5, mais bien 6 objectifs différents qui sont poursuivis. Alors, Maître Charlier a exposé le premier, qui était la procédure de nomination. Je vais aborder brièvement avec vous les suivantes, ma contribution écrite étant beaucoup plus développée. Je n'ai malheureusement pas le temps en 30 minutes de tout aborder. Alors, il y a la question de la continuité du service public. Nous verrons que cette notion rejoint en fait trois points de notre statut qui est différent. Il y a la question de la revalorisation du statut de candidat. Vaste programme. Modernisation de la profession via la description des tâches. J'aurai mon mot à dire également. Réforme des structures, nous en parlerons. Et enfin, la question épineuse et éternelle qui est le renforcement de l'éthique professionnelle et du droit disciplinaire. En ce qui concerne la reprise des études, donc continuité du service, premier aspect, reprise des études. Alors il est très étonnant de lire notre législateur qui relève que l'ancien article 512, paragraphe 5, prévoyait déjà la possibilité de reprise des études. Mais il manquait quelque chose, très simple, un arrêté royal qui déterminait les conditions et qui déterminait le montant des indemnités. Le législateur d'aujourd'hui, ici de 2014, se dit « nous allons nous occuper de ce grand problème qui relève de 67. Aucun ministre de la Justice n'a osé prendre ce sujet à bras-le-corps. Eh bien, nous allons réformer, v'là-t-il pas que l'article 523 du Code judiciaire sort des cartons. » Et très étonnant, dans cet article, il laisse au roi le rôle de déterminer le montant des indemnités. Ce que le ministre n'a pu faire entre 1967 et 2014, je ne vois pas ce qui, aujourd'hui, va changer la donne pour que le ministre d'aujourd'hui prenne ses responsabilités et aboutisse effectivement à une valorisation de nos études qui est correcte. Si ce n'est que depuis le 1er août 2017, j'ai bien le sentiment que le ministre s'est piégé lui-même, a posé un acte qui va avoir un effet retardateur, puissant. Alors pourquoi? Parce que dans les 25 places qui ont été publiées, 7 places le sont dans le cadre de reprise d'études, c'est-à-dire ce sont 7 huissiers de justice qui sont décédés, pour lequel il y a un huissier de justice faisant fonction qui a été désigné, et donc le principe de la continuité des études est enclenché. Il n'y a plus de retour en arrière possible, de par la loi, mais aussi par la publication de ces places vacantes. Tant que le montant de l'indemnité en tant que tel que devra payer le repreneur, aussi minime soit-elle, n'a pas été fixé, nous sommes dans l'impasse. Et c'est au ministre, avec ce fameux arrêté royal prévu par l'article 523, qui doit sortir de l'impasse. Ça me permet d'aborder le point suivant de la continuité du service public. Dans cet esprit-là, deuxième outil qui a été mis en place, qui est aussi nouveau, c'est le faisant fonction. Alors nous avons actuellement 7 huissiers décédés, remplacés, dont certains remontent à déjà 3 ans. Donc il y a des places sur lesquelles ça fait 3 ans qu'il y a un faisant fonction qui est en train de travailler. La législation est basée est un copier-coller de la législation du notariat. Sauf que le notariat n'est pas notre profession. Nous sommes peut-être des officiers publics comme eux, toujours est-il que nous sommes confrontés à des réalités qui sont totalement différentes du notariat. Alors, manque un cadre à cela, parce que la loi est très sibylline. Par exemple, quel est le rôle de la famille? Et l'on voit certains cas avec des familles qui ont fait la mainmise sur les études.
avec la difficulté pour le faisant fonction de reprendre l'étude en main et de repousser la famille en dehors des décisions qui sont à prendre pour la gestion de l'étude. Il y a aussi des études qui s'avèrent être sans ou avec très peu d'activité, où la vérité économique de la société, de l'étude fait en sorte qu'elle était peut-être viable pour l'huissier de justice qui avait 65 ans et qui est en train de travailloter un petit peu pour s'occuper, et puis le faisant fonction qui lui doit vivre de cette fonction-là. Et donc on se trouve avec une situation économique directement catastrophique dans le chef du faisant fonction. Il y a aussi des études auxquelles on est confronté à une faillite virtuelle. L'étude, au moment du décès, était au bord du gouffre, ou plutôt était déjà dans le gouffre, puisque la faillite n'existe toujours pas pour notre profession, pour les professions libérales, et donc se retrouvait en état de faillite sans pouvoir être déclaré en faillite. Il y a aussi un autre problème, ce sont les études qui ne reposent que sur un huissier de justice, alors qu'il y a d'autres huissiers de justice qui sont dans cette étude-là. Et la loi prévoit quoi dans le cadre d'association d'huissiers de justice? C'est que quand il y a un des associés qui décède, la continuité de l'étude est assurée par les autres huissiers de justice. C'est ça, la rationner le qui. Or, on se trouve confronté à une étude où le défunt est le seul titulaire effectif de la société, et donc on est obligé de nommer contra legem, contre l'esprit de la loi, un faisant fonction, alors qu'il y a des faux associés dans cette structure-là qui auraient dû assurer la continuité de l'étude. Autre difficulté du faisant fonction, par exemple, toute la problématique de la TVA. Lorsque l'huissier de justice défunt est en personne physique, tout de suite se pose la question de savoir si l'activité doit être continuée, mais sous quel numéro TVA, puisque le défunt, il est mort, donc il n'est plus soumis à des obligations de TVA. Est-ce le repreneur, donc le faisant fonction, qui doit être assujetti à la TVA, ou doit-on trouver un terrain d'entente avec l'administration fiscale pour maintenir fictivement le numéro de TVA du défunt? Aussi, toute la question de la volatilité de la clientèle qui est très présente dans nos études et qui l'est nettement moins au niveau du notariat. Toute la problématique de la perte d'activité, du coup, et en réponse à ça, aussi l'interdiction par notre Chambre nationale, où on interdit aux faisant fonction de répondre à des marchés publics ou éventuellement de passer des conventions, comme par exemple avec la région Wallonne, et qui fait en sorte que c'est un bâton dans les roues du faisant fonction qui se voit confronté à une diminution de l'activité sans pouvoir réagir. Et alors, le grand problème qui est la question du compte de tiers en indélicatesse. Parce qu'il faut se rendre compte que nos propres réglementations actuelles posent un réel problème lorsqu'on est confronté à un huissier qui décède. Vous avez vos attestations compte de tiers. Parfait, elles sont en ordre puisque les fonds de tiers, moins les créances à recevoir, vous êtes au-dessus de zéro, donc c'est bon. Oui, sauf qu'en cas de décès, l'huissier ou plutôt la famille a l'obligation de remettre immédiatement la totalité des fonds de tiers qui doit normalement se trouver dans l'étude. Donc j'attire l'attention sur cette bombe à retardement pour la profession. Parce que si un jour nous nous retrouvons avec des tiers dans le cadre d'une situation particulièrement obérée au niveau des fonds de tiers, qui se retournent contre la Chambre nationale, j'ai bien peur qu'elle soit effectivement responsable de la situation dans laquelle les études se trouvent actuellement. Petite embellie par rapport à ça, c'est le code 20 de droit économique qu'on a déjà abordé lors du congrès de la Chambre nationale qui arrive en fonction ici au 1er mai et qui va sans doute avoir des effets positifs où l'on va pouvoir imaginer la liquidation des études non viables et la mise en faillite de sociétés ou d'études qui sont en situation de faillite. Une chose qui est marquante par rapport à ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun règlement contraignant encadrant les faisant fonction. Et je le comprends, puisqu'il a fallu
que nous fassions aussi nos armes, mais sans doute après 40 ans, est-il temps de sérieusement y penser pour que les cas suivants, on ait un mode d'emploi du faisant fonction, que le faisant fonction qui postule sache directement à quoi il s'engage, quelles sont ses obligations, vis-à-vis de la famille, de l'administration de TVA, quels sont ses droits aussi par rapport au personnel, est-ce qu'il peut licencier du personnel ou pas? Est-ce qu'il peut se retourner vis-à-vis des créanciers, ou plutôt des clients indélicats qui doivent de l'argent à la société? Régler vraiment le spectre de la situation via un mode d'emploi, via un règlement. Dans le cadre du service public se trouve également, de la continuité du service public, se trouve également un outil qui est la suppléance. La suppléance, c'est un outil qui nous assure de continuer le service public quand? Non pas à la fin ou au début, non, lors de l'exercice de notre profession. Il faut absolument que le législateur comprenne que c'est un outil qui est nécessaire et dont on a absolument besoin pour assurer notre rôle de continuité du service public dans l'exercice de notre profession de tous les jours. Alors, la suppléance, pourquoi j'en parle? Parce que vous le savez tous, elle a été limitée à 180 jours. D'aucuns pensaient que ça allait avoir un impact sur les retraites, que tous les vieux crocodiles, excusez-moi du terme, allaient dégager. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que ça n'a pas du tout eu cet effet-là. Alors, on l'a limité, soi-disant, pour des abus. D'abord, ils ne sont pas légion, donc on se pose la question de savoir pourquoi, pour quelques abus, on va mettre toute la profession dedans. Et l'on voit aujourd'hui que ces abus n'ont pas disparu. Donc, ce n'était pas un bon moyen de lutter contre ces abus-là. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que ces huissiers de justice qui sont à l'étranger, par exemple, et qui font tourner un peu leur boutique comme ils veulent un peu loin, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là? D'abord, ces abus-là, il y en a extrêmement peu. La plupart du temps, les huissiers, s'ils se maintiennent dans leurs fonctions, c'est parce que, ils tiennent à leur titre. Je vous prends l'exemple mon père, je lui ai posé la question en disant en fait pourquoi tu restes? Il dit mais moi je suis huissier de justice, je veux le rester, je tiens à mon titre. Alors qu'est-ce qu'on veut ici? Je vais tout de suite. Voilà. La deuxième chose, c'est l'ordre utile dans les distinctions honorifiques. Le programme complet va jusqu'à 40 ans d'ancienneté. Donc pour avoir le grade honorifique le plus élevé qu'on peut atteindre dans la profession, il faut 40 ans d'ancienneté. Repensez à nos petits amis qui sont en train de se faire nommer à 50 ans, mais j'ai le malheur de vous dire qu'il faudra attendre 90 ans pour être en ordre utile dans les distinctions honorifiques les plus élevées. Il y a aussi et surtout la question de l'assurance maladie-invalidité. Oui, parce que si vous donnez votre démission, l'assurance hospitalisation, l'assurance maladie invalidité, eh bien c'est terminé. Et vous voilà exclu d'un mécanisme mis en place par la profession avec un système de solidarité au profit des plus anciens, c'est pour ça que nous l'avons tous ensemble, eh bien, en vous forçant à démissionner, demain, vous n'y aurez plus droit. Voici quelques explications, il y en a certainement d'autres, chacun a sa vérité sur la question. Alors, comment lutter par rapport à ces abus? Mais moi, je pense que la pierre angulaire, c'est la discipline. C'est évident que c'est par là que ça doit passer. Mais également, toutes les obligations multiples que nous avons, que c'est de formation permanente, de présence aux assemblées générales et tout ce genre de choses. Ça doit être sanctionné, ceux qui ne les remplissent pas. Et à force de sanctions, doit être éjecté de la profession. Alors, je vous ai fait un petit graphique ici qui me semble intéressant. Il n'est peut-être pas très lisible. Vous les avez dans vos PowerPoints et il sera également publié. C'est la pyramide des âges par rapport, par rapport à la profession. Donc, on voit qu'actuellement, l'inversion est spectaculaire. Passé les 72 ans, vous avez une chute abyssale du nombre d'huissiers de justice. Ça tend à dire quoi? Ça tend à dire que, passé les 70 ans, il y a des huissiers qui décèdent, ben oui, c'est sûr, mais il y en a aussi qui démissionnent. Et donc de dire que le problème est là, et que c'est le fait d'avoir des plus anciens passés 70 ans qui est le problème, non. D'ailleurs, regardez ceux qui étaient dans les journaux ces derniers temps, ce ne sont pas des huissiers qui ont plus de 70 ans, pas du tout, ce sont beaucoup plus jeunes.
Donc c'est pour démontrer tout simplement que s'il y a effectivement une évolution, eh bien on voit que les huissiers, naturellement, passé 70 ans, quittent la profession et donnent leur démission si ça leur convient, et que pour finir, assez peu restent en fonction. Alors, pour plaider encore pour la suppléance, c'est la contrepartie. Donc, c'est plutôt notre rôle est d'être disponible. Nous avons un monopole. Nous sommes incontournables. Et il va de l'obligation du législateur de nous aider dans cette disponibilité. Et je ne peux pas comprendre que le législateur lutte contre un outil qui est mis en place pour nous assurer un rôle essentiel de disponibilité qui nous sert à servir le public d'une manière générale. C'est un outil qui est indispensable. Deuxièmement, ce n'est pas n'importe qui qu'on envoie quand même sur la route en suppléance. Ce sont des candidats huissiers de justice. On a vu tout à l'heure le parcours du combattant pour y arriver. C'est primordial que ce soit un service de qualité, il faut que cela reste. Et donc, généralement, la qualité, elle est égale, si pas supérieure, parce que ce sont des jeunes qui ont des connaissances qui sont très, très pointues. Un autre point très étonnant, c'est le changement de règles du jeu. Nombre d'huissiers qui se sont organisés, qui ont été nommés avec ce mécanisme-là, et qui, du jour au lendemain, ont organisé leur étude, ont organisé leur plan de carrière, ont organisé le service qu'ils rendent de qualité grâce à ça, et du jour au lendemain, on change les règles du jeu. Je trouve ça particulièrement déloyal de la part du législateur. Et puis, au niveau de la suppléance, c'est surtout l'arrêt de cassation du 4 février 2005 qui pose problème, qui est la question de la reprise des mandats. Au moment des travaux législatifs, j'ai été prendre mon bâton de pèlerin, j'ai été l'expliquer. Et malgré ça, nous n'avons toujours pas de réponse. C'est aussi un problème de continuité du service public. Imaginez que vous partez en vacances maintenant et que demain, vous êtes désigné ou plutôt lundi, vous êtes désigné par un tribunal de première instance pour procéder à un constat d'adultère, un constat, peu importe. Vous êtes en vacances. Cet arrêt de cassation 2005 empêche votre suppléant de valablement reprendre le mandat. Vous allez téléphoner je ne sais pas trop où pour expliquer à l'avocat qui vous a envoyé ce mandat. Oui, je suis désolé, hein, mais vous savez, je suis en vacances, quoi. Hein, donc, l'avocat, il va comprendre. Il va dire, mais écoutez, mais prenez un suppléant, c'est délirant cette situation. Et effectivement, je trouve également que c'est totalement délirant, et même, je dirais, indécent de ne toujours pas avoir eu de réponse par rapport à ça. Alors, la limitation est-elle une modernisation de la suppléance ? Certes non, c'est poser la question. Peut-être faudrait-il un jour penser à réfléchir comme en France. En France, nous ne travaillons plus, ou ils ne pensent plus en charge intuitu personae, mais bien en office, en titulariat de la fonction. Et là, on se rend compte, avec une logique comme celle-là, que ce qui doit effectivement assurer une continuité avec les délais et les temps de signification qu'on nous donne, eh bien, on a la possibilité, effectivement, d'assurer la continuité dans le temps de cette fonction, que vous soyez en vacances ou que vous soyez en maladie, si on réfléchit effectivement comme ça. Passons au deuxième point, qui est la revalorisation du statut de candidat. Très étonnant, il y a des freins dans le statut qui est vraiment, je trouve, lamentable. Je n'ai pas d'autre mot, c'est celui qui me vient à l'esprit. On intègre les candidats dans notre profession qui représente aujourd'hui 39% de la profession. Et on leur assure un minimum de représentation. Ouais, super les gars, vous avez un minimum 21%, parce que franchement, il ne faudrait pas plus. Hein. Et donc voilà que les candidats, qui représentent pourtant 39% de la profession, ne sont représentés au niveau de l'AG que de 21%. Pourquoi avoir mis des limitations à partir du moment où on intègre dans la profession des gens ? S'ils font partie de la profession, ils en font partie intégralement, et toute limitation, quelle qu'elle soit, sauf peut-être à certaines comme rapporteur, éventuellement, mais pour toutes les autres, je trouve que c'est un vrai scandale.
Alors on leur a vendu une revalorisation de leur statut, avec une super procédure de nomination, parfait, avec une super embellie. Ceux qui sont nouvellement nommés, pendant 5 ans, ils ne vont pas pouvoir postuler. Mais c'est un leurre, parce que de toute façon, ceux-là, ils n'auraient jamais été nommés. Ce n'est donc qu'un leurre. En tout état de cause, et je relève un point qui me semble très problématique, qui pourrait l'être en tout cas, c'est la question du critère de l'ancienneté utilisé par la commission de nomination. Le critère de l'ancienneté, le législateur l'a déjà réglé en prévoyant ces 5 ans. Le législateur estime que 5 ans d'ancienneté est tout à fait suffisant pour être nommé. Ce qui sous-entend que si la commission de nomination utilise ce critère, elle doit justifier pourquoi elle impose un critère supplémentaire par rapport à ce que le législateur a trouvé de raisonnable. Alors maintenant, passons dans le cadre d'une projection dans le temps. Est-ce que ce nouveau statut va faire en sorte que nos amis candidats, effectivement, ont demain une embellie? Est-ce qu'il y a effectivement des perspectives pour eux qui arrivent? Alors j'ai croisé 3 données. D'abord, le nombre d'huissiers de justice qui atteignent l'âge de 70 ans. Première donnée qui est connue. 2, le nombre actuel de candidats nommables. Il y en a actuellement 301 sur 363. Et 3e donnée sur laquelle on peut jouer, qui est le nombre de nouveaux candidats. C'est le robinet. Alors, nous voyons au niveau de ce petit robinet que le ministre a sorti des chiffres. Voilà, nous avons 18 francophones par année qui peuvent réussir, 27 au niveau néerlandophone, soit 45 par an. Regardez maintenant ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ce taux a été atteint? Eh bien non. On voit que sur les 45, il y en a donc 14, 17, 26, 20, vous voyez les chiffres, donc c'est-à-dire un taux de remplissage du quota de 43%. 43% du chiffre donné par le ministre correspond à ce que la commission de nomination laisse passer. Alors, est-ce problématique? Alors, je vais vous montrer les chiffres. Ce n'est pas indécent, vous allez voir pourquoi j'ai fait une distinction au niveau des francophones et des néerlandophones, tout simplement parce qu'il y a une distinction au niveau des chiffres. Donc, il faut voir et descendre dans les chiffres pour voir si la situation est identique et les mêmes. C'est quelque chose qu'il faut vérifier. Donc, au niveau des francophones, on voit que le taux de remplissage est de 50%. Est-ce que c'est pas assez? Dans quelle mesure ça ne l'est pas? J'en sais rien, on va voir. Au niveau néerlandophone, on a un taux de remplissage de 38%. Rebelote, on peut se dire, on va vers une diminution du nombre de candidats. C'est la question qu'on pourrait donc se poser. Eh bien voilà, si le quota de 45 est annuellement rempli, je ne dois pas vous faire de dessin, vous l'avez ici, le nombre de candidats va aller en augmentant de façon constante. Okay? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 301 candidats qui peuvent postuler, un politique inchangé, et si le cadre est effectivement rempli au maximum, nous arriverons en 2037, dans 20 ans, à 545 candidats en ordre pour pouvoir postuler. Donc de penser que les choses vont effectivement évoluer positivement, je suis désolé de devoir vous le dire, mais c'est un leurre. Regardez la situation au niveau francophone. En francophone, on voit une embellie jusqu'en 2024, puisque là, on descendrait à une 60aine de candidats qui pourraient postuler, alors qu'aujourd'hui, il y en a 99. Donc, nous irions vers une embellie jusqu'en 2024, et puis la courbe s'inversera par la suite. Et du côté néerlandophone, il n'y a même pas d'embellie. La situation d'aujourd'hui va être maintenue. La pression qu'il y a sur la nomination ne vont même pas diminuer. Alors la question qu'on peut se poser, c'est oui, mais ok, quel impact va avoir les décès, destitutions et démissions? Un taux de réussite, je regardais par rapport aux 2 dernières années, nous avons plus ou moins 40% de places qui s'ouvrent par décès ou par démission. Ce qui veut dire que le chiffre d'huissiers devant atteindre l'âge de 70 ans, on peut le réduire à 27 en se disant, eh bien, si nous avons 27 huissiers
en fonction qui atteignent l'âge de 70 ans, 40% de décès et de démission, on arrive à 45, on est dans le bon. Eh bien, si je reviens en arrière, vous regarderez dans les chiffres vous-même, il n'y a que, donc 27 j'ai dit, il n'y a qu'en 2024, en 2025 et en 2030 où nous dépasserons effectivement le chiffre de 27. Donc même les décès et les démissions, qui sont de toute façon que des anticipations, n'apportent pas de solution non plus. Alors quel serait le chiffre d'or? J'ai fait des projections pour voir un peu où nous devrions aller. Eh bien moi je suggère de descendre le chiffre à 11 côté francophone et 14 du côté néerlandophone, soit 25 au total. Alors vous regarderez par rapport au taux de réussite actuellement, on est dedans. Il n'y aurait eu qu'un francophone qui ne serait pas passé l'année passée. Donc tout le monde aurait aussi réussi, ça ne change rien. Et là, vous voyez qu'avec ce chiffre-là, au niveau national, nous stabilisons les choses. Il n'y a pas d'augmentation du nombre de candidats et il n'y a pas d'augmentation du nombre de candidats postulants. Du côté francophone, ça donne une embellie vachement accentuée jusqu'en 2031, ce qui veut dire qu'en 2027, il faudra revoir les chiffres. Du côté néerlandophone, ça ne fait que stabiliser les choses. Ben oui, parce que nous avons vu que la situation était beaucoup plus obérée du côté néerlandophone que du côté francophone. Alors, peut-être que la revalorisation du statut est au niveau du contenu de la fonction. Eh bien, nous voyons qu'au niveau nomination, il n'y a pas d'évolution. Au niveau du contenu de la fonction, il n'y en a pas non plus. Le législateur n'a pas jugé utile de donner une consistance au niveau de la fonction de candidat à huissier de justice. Ils n'ont leurs compétences qu'à travers l'huissier de justice. Non seulement il y a ça, pas d'évolution, mais on l'a déjà dit, examen comparatif déguisé. Malgré ça, il y a toujours des recours et il va continuer à y en avoir, il ne faut pas se leurrer. Alors, quelles pourraient être les améliorations futures que nous pourrions apporter? D'abord, la non-limitation de la suppléance, ça me semble assez clair. Mais également, le candidat associé, il va falloir passer par là et ça apportera réellement une plus-value tant pour les huissiers de justice que pour, d'une manière générale, le justiciable. Parce que ça apporte de la souplesse dans l'exercice de la profession, donc ça nous rend plus disponibles. Alors, sans doute, il y a également une question de pondération et de plus de transparence au niveau des critères de nomination. Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les candidats ne savent toujours pas quand est-ce qu'ils vont être nommés. Alors, petite parenthèse, le garde des Sceaux français vient d'apporter une modification en cette matière, qui est très, très pragmatique, très, très électronique. Vous rentrez votre dossier et si tous vos cases sont bien au vert, c'est un tirage au sort. Je ferme la parenthèse. Et alors, la meilleure intégration aux instances d'une manière générale. Parce qu'aujourd'hui, les candidats ne sont pas introduits dans le cadre de notre assurance responsabilité civile. Ils doivent l'être. Parce qu'aujourd'hui, les candidats ne sont pas intégrés dans nos salles de vente. Ils doivent l'être. Parce que les candidats ne sont pas intégrés dans la caisse de prévoyance sociale et ils doivent l'être. Ils sont à part entière des membres comme n'importe quel huissier de justice. Au niveau de la description des tâches, qui était aussi un des objectifs du législateur, je dirais no comment. No comment. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est extrêmement décevant. Ce n'est pour finir qu'une énumération de choses que nous avions déjà ou une énumération de choses que nous pourrions avoir, mais que de toute façon les magistrats ne nous donneront jamais et ne nous donnent pas. Les améliorations, les seules qu'il y a, c'est l'élargissement des cas d'interdiction, vous les connaissez, les conditions de refus de notre ministère et le devoir d'information générale, je passe. Au niveau de la restructuration, alors nous on a restructuré, c'est un fait politique. Était-il vraiment nécessaire de restructurer nos instances? Je dirais oui dans une certaine mesure, puisque nous montons à 918 membres, avec l'intégration des candidats, et donc cela justifiait sans doute effectivement une modification de notre statut. Toujours est-il que si nous avons fusionné l'Assemblée générale et le Conseil permanent, très étonnant, les compétences du Conseil permanent n'ont pas été données à l'Assemblée générale, mais ont été données au comité de direction. Et voilà-t-il pas que le comité de direction aujourd'hui est l'organe décisionnel
est l'organe exécutif de ses propres décisions. Au niveau démocratique, il y a un réel problème et le comité de direction ferait bien donc de faire avaliser ces politiques par l'Assemblée générale. D'autant plus que l'Assemblée générale d'aujourd'hui ne contient que 57 candidats. C'est bien peu. Et donc, la question de rassembler ces gens pour décider ne me paraît pas du tout insurmontable. C'est ce qui se passe au niveau du comité de direction des notaires, où là également nous avons une assemblée générale avec une cinquantaine de personnes qui est l'organe décisionnel et le comité de direction qui est l'organe exécutif. Chose marquante au niveau des notaires, ils sont 8 et la loi, donc la loi de Ventose, prévoit une parité linguistique, j'entends bien, et une parité linguistique également dans les fonctions. Et ça, c'est tout à fait logique, parce que si nous avons un rapporteur et un rapporteur adjoint, c'est bien pour que l'un traite les affaires en français et les autres en néerlandais. Et en cela, l'Assemblée générale est très visionnaire pour élire un francophone et un néerlandophone. En ce qui concerne l'éthique professionnelle et la discipline est donc remontée de la chambre d'arrondissement au comité de direction. Alors, principale critique, c'est la proximité. Toujours est-il qu'au comité de direction, ce sont aussi des huissiers de justice qui sont aussi près d'autres confrères. Et donc, cette question de proximité est tout à fait valable aussi au niveau du comité de direction. Je ne jette pas la pierre, mais c'est juste une constatation. Le législateur a utilisé un argument qui n'en est pas un. Alors, nous nous retrouvons ici avec quelque chose de très, très, très particulier, en ce sens que l'entonnoir qui voudrait que le plus grand nombre s'occupe du plus grand travail, qui est de filtrer, envoie leurs affaires au plus petit nombre qui traite le solde. Et ici, c'est l'inverse. Le plus gros du travail est donné au comité de direction, qui est constitué de 9 personnes, qui vient d'hériter des compétences du conseil permanent, donc qui est déjà au four et au moulin, et on lui donne encore le rôle de filtrer. Et renvoie à qui? Renvoie aux commissions disciplinaires, où il y a 84 personnes qui sont désignées pour travailler exclusivement sur cette matière-là. C'est vraiment très étonnant. Bon, il va m'embêter jusqu'au bout, c'est pas grave. Alors, en plus, pour bien montrer que c'est une machine à gaz qu'on a été mettre en place, c'est que le ministre a publié 4 avis pour avoir des externes pour siéger dans ces commissions disciplinaires. Et malgré ces 4 avis, le quota n'est toujours pas complet à Mons et à Liège. Ce qui montre bien que c'est complètement ahurissant d'avoir été maître, d'avoir créé quelque chose qui manifestement dépasse le pouvoir exécutif pour le moment. Alors, pour être convaincu de cette problématique de machine à gaz, en se disant, bon, peut-être qu'on a peut-être besoin quand même de 84 personnes pour statuer là-dessus, eh bien, j'ai repris le nombre de plaintes déposées auprès du comité de direction. Donc 80, 95, 72 cette dernière année, qui a donné un certain nombre de renvois, donc ou bien renvoyés d'office par le comité de direction ou sur appel du plaignant. Ce qui a donné, en 2015, 19 dossiers, en 2016, 11 dossiers, et en 2017, 17 dossiers. Faut-il vraiment avoir 84 personnes pour traiter 17 dossiers? Je vous pose la question. Pour moi, il faut remonter ces commissions au niveau national en prévoyant une commission francophone, une commission néerlandophone, et le tour est joué. En ce qui concerne toujours l'éthique professionnelle, d'abord, j'ai une suggestion au niveau de la procédure. Il est très étonnant que le comité de direction renvoie en commission de discipline le dossier, et la commission disciplinaire doit prendre elle-même connaissance du dossier. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient lui expliquer ce dossier? Non. Elle peut, si elle veut, entendre le rapporteur, mais ce n'est pas une obligation. C'est quelque chose qui se passe que chez nous, ça. Dans toutes les autres procédures disciplinaires, il y a une instance de réquisition. Et ce qui est normal, celui qui a fait le boulot d'instruire le dossier doit être présent pour défendre son travail devant la commission de discipline. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ça ne demande pas spécialement une modification législative, il suffit de le prévoir dans le règlement. Au niveau de l'instruction d'office, il est prévu dans notre règlement, donc instruction d'office, c'est-à-dire pas de plainte. D'office, le comité de direction prend en charge le dossier. Sauf qu'il y a un frein qui est prévu dans notre règlement et que j'appelle de mes voeux de modifier également. Il prévoit quoi?
Si le comité de direction prend la décision à la majorité des voix, une instruction disciplinaire peut être ouverte d'office. Or, comment peut-on savoir prima facie au départ si ça mérite effectivement une condamnation puisqu'il n'y a pas encore eu d'instruction? La première des choses, c'est d'instruire le dossier, d'aller gratter pour voir si ce n'est qu'un feu de paille ou si c'est effectivement fondé. Et ce n'est qu'après que le comité de direction décide s'il s'agit de renvoyer en commission disciplinaire ou pas. Il me semble que là, il y a quelque chose qui est à l'envers. Et puis le code de déontologie. Je ne vais pas m'y étendre, il faut absolument que ce code de déontologie aboutisse. Que puis-je encore dire comme conclusion? Alors comme conclusion, je dirais que ce statut, il faut lui donner sa chance. Et j'estime qu'actuellement, nous ne sommes pas encore au bout du chemin. D'abord, il y a le législateur qui n'a pas terminé, plutôt le pouvoir exécutif qui n'a pas terminé son travail. Il doit encore fixer les indemnités de reprise des études et surtout adapter sa politique au niveau de la quota des examens. Il y a également les appels à candidature dans le cadre des externes qui doivent siéger au niveau des commissions disciplinaires, qui n'est toujours pas rempli, mais ça c'est aussi de la responsabilité du ministre de la Justice. Par contre, il y a aussi une part de travail à faire de notre côté, qui est la question des règlements qui sont à affiner. Alors, nous avons, tambour battant, mis ces règlements en place et nous avons fait du bon boulot, si ce n'est que pour moi, le boulot n'est pas terminé. On le voit d'ailleurs avec les règlements formation permanente qui étaient adaptés. Eh bien, il faut continuer à adapter, à retravailler ces règlements qui doivent être affinés. En tout état de cause, il faut essayer d'éviter de créer des machines à gaz. Je prends pour exemple le règlement formation permanente, où nous venons de décider d'élire des suppléants, en reprochant à des anciens de peut-être pas faire leur boulot comme il fallait tous les jours, etc. Toujours est-il que personne ne savait quel était le travail de cette commission d'agrément, quelle était l'ampleur du travail. Et donc, après, reprocher à ces gens de ne pas avoir fait le travail, alors qu'on ne leur a pas expliqué au départ quel était, et personne ne savait d'ailleurs, quel était le contenu de la fonction, c'est un peu fort de café. De là à créer une des places de suppléants derrière, alors que maintenant les gens qui sont rentrés en tant qu'effectifs savent très bien à quoi ils se sont engagés, à mon avis, c'est de nouveau faire monter des gens qui ne vont pas siéger, c'est de nouveau des gens qui vont siéger pour rien du tout. Faut-il des changements législatifs? Oui, certes, on en a déjà identifié, j'en ai déjà pointé quelques-uns. Dans ma contribution écrite, j'en pointe d'autres, et d'autres vont le faire également. D'abord, vous l'avez compris, je suis un fervent défenseur de la suppléance. De même, le candidat associé. De même, au niveau de la commission disciplinaire, qu'il faut remonter au niveau national. En tout état de cause, pour moi, il y a une chose auquel on doit sensibiliser le législateur, c'est d'arrêter de penser en huissier de justice intuito personae, mais bien en charge. C'est vraiment important pour l'avenir, important pour la continuité de nos études d'une manière générale, ce d'ailleurs à quoi tend le législateur en assurant la continuité de nos études. Je vous remercie pour votre attention.